7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Bertrand Scholler. Bonjour Clémence. Vous êtes ingénieur des mines. Alors attention, la présentation va prendre à peu près la moitié de cette émission. Ingénieur des mines, diplômé de l'école du pétrole, de l'IEP de Paris, entrepreneur en série. On ne va pas raconter tout ce que vous avez fait tout de suite, mais malgré tout, vous avez été consultant stratégique dans ces fameux cabinets de conseil. Vous avez notamment travaillé chez le concurrent de McKinsey. Voilà, maintenant ça parle à tout le monde. Chez AEC Partenaires, on va y revenir tout de suite. Vous êtes également joueur d'échecs, joueur de Go et aujourd'hui galeriste. Exactement. Vous avez fini dans l'art. Mais je voudrais, pour commencer, parce que vous avez une vie très riche, qu'on revienne sur cette passage de vie en tant que consultant stratégique, notamment chez AEC Partenaires. Je voudrais vous faire écouter un extrait de ce qui a été passé en réaction à une révélation du Canard enchaîné. Écoutez. 23 décembre dernier, avenue Duquesne à Paris. Au ministère de la Santé, une rencontre de la plus haute importance est organisée en visioconférence. Objectif, présenter la stratégie vaccinale de la France. Pilotée par Olivier Véran, la réunion s'adresse aux directeurs des agences régionales de santé et aux directeurs d'hôpitaux. Plusieurs membres du cabinet ministériel prennent la parole ainsi qu'un homme que personne ne connaît, Maël de Calan, consultant chez McKinsey France. Révélé par le Canard enchaîné, la présence du cabinet de conseil américain surprend certains participants de la réunion. Selon plusieurs sources, le ministère de la Santé aurait fait appel à leurs services pour soulager ses équipes, épuisées par des mois de crise sanitaire. Voilà, ça va un petit peu plus loin, mais vous avez compris l'idée. Cette révélation du Canard enchaîné qui maintenant, que tout le monde a vu au jour, notamment avec ce travail de la commission d'enquête sénatoriale, sur cette stratégie vaccinale de l'État, mais qui a été fortement influencée, voire dirigée par les cabinets de conseil, et notamment ce cabinet de conseil McKinsey. Vous, Bertrand Scholler, vous avez travaillé à l'intérieur de cette machine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe ? Alors déjà, c'est étonnant qu'on découvre ça en fait, puisqu'à chaque fois qu'un pays, par exemple les ex-pays de l'Est, sont devenus des pays autonomes, il y a des armées de consultants en fait qui sont passés là-bas pour les aider en fait à mettre en place un certain nombre de choses, dont invariablement en fait des stratégies vaccinales. En fait, ça arrive toujours avec le paquet santé. Donc, quand un pays s'intéresse aux règles de sécurité sociale, en fait, comment couvrir la santé de ses habitants, le vaccin est toujours une des portes d'entrée, en fait. Est-ce que ça n'arrive pas même avec le paquet démocratie avancée, un petit peu occidentale ? Si, ça arrive avec ce paquet. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que les consultants qui interviennent. Il y a aussi des médecins connus, en fait, de grands hôpitaux. Alors, par exemple, l'hôpital américain, pour le citer, et qui sont payés par des grands pays, aussi bien pour soigner les dirigeants que pour être consultants en fait, dans ces pays et mettre en place ce genre de stratégie. Et donc, comme ça a été évoqué, répété, en fait, il y a des mots qui sont importants, c'est vraiment conformisme. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'université, les médecins sont abreuvés de ce culte du tout vaccin. C'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. Alors, je ne vais pas revenir en fait sur l'influence des Rockefeller, enfin toutes ces familles en fait qui ont été des acteurs clés en fait de cette, je ne vais pas dire prise de conscience que le vaccin est une bonne chose. Parce que je ne suis pas convaincu de ça personnellement. Je pense que le vaccin, c'est important pour des maladies mortelles. C'est quelque chose qui est très utile, comme Pasteur l'a montré, pour sauver des gens qui sont malades de la rage. Mais c'est devenu une espèce d'alpha et l'oméga de la santé. Et c'est une source de revenus très importante. Donc, quand vous dites Avenue Duquesne, il y avait une réunion sur la stratégie vaccinale, il y a des réunions sur la stratégie vaccinale en permanence. On est tout le temps à s'interroger en fait sur la stratégie vaccinale. C'est drôle, on dirait qu'en fait, dans les médias, H1N1 n'a pas existé. Et H1N1, en fait, il y avait déjà un H1N1 dans les années 70, il y a eu un H1N1 dans les années 2000. Il y en a tout le temps, en fait. C'est-à-dire que des virus, d'abord, ça existe, on cohabite avec eux. Et de la stratégie, ça existe depuis la nuit des temps. Il n'y a qu'à lire Machiavel, qui
est quand même un écrivain de la stratégie marketing, de la stratégie sociale, qui est assez culte en fait. Donc ce qui est assez intéressant dans ce qui se passe au cours de ces derniers jours de campagne, c'est qu'on se rend compte que peut-être c'est pas forcément une bonne idée d'être machiavélique, parce que ça se retourne souvent contre celui qu'il est. Et donc on voit avec la stratégie vaccinale, mais on voit également avec ce qui se passe en Ukraine, on voit avec ce qui se passe dans le monde entier que la raison, la vérité, même si elle prend l'escalier, en fait, elle monte quand même les étages de façon assez sûre, en fait. Ce qui n'est pas toujours le cas des ascenseurs. Qu'est-ce qu'il se prépare dans ces cabinets de conseil et dans ces réunions qui mélangent État et cabinet de conseil en termes de stratégie de santé? Alors, et c'est même étonnant d'ailleurs qu'on pense à vaccin. D'ailleurs, beaucoup d'épidémiologistes se sont posé cette question au moment où l'épidémie est déjà en cours. Normalement, ça ne se fait pas. Quels sont les grands objectifs? Mais les grands objectifs sont toujours les mêmes, en fait. C'est l'argent. Donc, vous parlez de stratégie de santé. Non, en fait, un consultant, il a envie de remporter un appel d'offres. Il a envie de gagner le suivant, il a envie d'être bien payé, il a envie d'avoir un beau costume, il a envie de passer de super vacances avec sa famille. Et c'est pas un idéaliste, le consultant. Il n'est pas là pour sauver le monde, de la même manière que les laboratoires pharmaceutiques sont pas là pour rendre les gens plus heureux. Ils sont là pour s'adresser à moins des malades, business. Sinon ils ne feraient plus de business. Ouais, mais moi j'aime bien l'idée d'heureux en fait, parce que c'est la clé en fait. Les médicaments, c'est une toute petite manière en fait de rendre les gens heureux, et finalement sur Terre, c'est ça la vocation aussi bien des gouvernants que des gens qui disent aider les autres, c'est de les aider à être heureux. Jean-Louis Tremblay. Oui, je suis tout à fait d'accord avec notre invité. L'existence des cabinets n'est pas un scoop, c'est clair. 1. 2, la vocation d'un consultant, c'est évidemment de faire du fric. Bon, ça, c'est clair. Et rien de choquant dans un système capitaliste, puisque c'est le système dans lequel nous évoluons. La logique, c'est de faire du fric. Toujours plus de fric. Très bien. Mais là, nous sommes dans une sphère privée. Ce qui est choquant dans l'histoire qui nous intéresse, l'histoire du cabinet McKinsey, c'est selon le rapport du Sénat. Je préfère citer le Sénat par rapport au Canard enchaîné. Bien sûr. Pas parce que je suis Moi, j'y cite également. Bien sûr. Le Canard enchaîné, c'est même pas... C'est une sorte de pravda officieuse, mais bon, j'ai jamais aimé la pravda, qu'elle soit officielle ou officieuse. Donc, le travail du Sénat qui nous dit plusieurs choses. D'abord, qui donne des chiffres. On a confié de 2018 à 2021 une quarantaine de missions au cabinet McKinsey pour un montant total de 50 millions d'euros. C'est beaucoup. Parmi ces missions, nombre d'entre elles touchent au domaine régalien. Ce qu'elles nous concerne tous, ça concerne notre vie. Je pense aux retraites, aux APL, aide personnalisée au logement, à l'assurance chômage. Je donne un exemple d'une étude confiée à McKinsey. C'est une commande sur un guide du télétravail dans la fonction publique. 250 000 euros. Bravo. C'est fort. Très, très fort. Une autre commande. Réflexion sur, ça François Bousquet l'a cité tout à l'heure, sur l'avenir du métier d'enseignant. Pour un colloque qui devait réunir le ministre de l'Éducation et des profs qui devaient être en vacances ce jour-là, ce qui est étonnant, parce que ce sont des gens qui travaillent comme des oufs, des fous. Eh bien, il n'a jamais eu lieu ce colloque. Voilà. Et je crois que la somme, c'est 1,5 million. Voilà, donc ça, ce sont quelques exemples qui sont épinglés par le Sénat. Et le Sénat nous dit une deuxième chose, c'est que ce cabinet McKinsey, qui a un chiffre d'affaires considérable, n'a pas payé d'impôt sur les sociétés depuis 2011, depuis 10 ans. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, cher ami? Alors déjà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne en fait, comment ils font pour pas payer d'impôts. Alors j'ai parlé plus d'une société que j'ai connue également qui s'appelle Arthur Andersen, puisque j'ai travaillé dedans et qui fonctionne en fait sur les mêmes modèles. C'est-à-dire que, mais ce serait vrai aussi pour McDonald's, énormément de sociétés. Donc c'est des sociétés qui ont des marques. McKinsey, c'est une marque connue, donc une marque qui est tellement forte qu'en fait, elle va attirer les meilleurs étudiants, etc., et qui ont des méthodes de travail.
et qui ont aussi des outils de travail. Donc il y a des logiciels de reporting, il y a des papiers. Alors là, vous avez du papier A4 blanc banal, mais en fait, il va être jaune avec des petites lignes d'une certaine manière, etc. Et en fait, vous allez pouvoir piloter d'année en année, en fait, la manière avec laquelle toutes ces choses sont facturées à la filiale. Donc il y a une facture qui va être émise et qui va transformer un bénéfice significatif, parce qu'il est évident qu'à 2 700 € par jour de moyenne, des consultants qui sont peut-être payés 10 000 €, il y a une énorme marge en fait. Et les associés ne sont pas non plus payés 10, 20, 30 millions. Ils ont des grosses primes qui ne sont pas forcément payées là où elles devraient être payées. Mais la maison mère, donc en l'occurrence qui est située au Delaware, puisqu'en fait les États-Unis, chaque État a une spécificité d'un point de vue fiscal, et le Delaware c'est un État dans lequel les impôts sur les bénéfices sont extrêmement réduits en fait, ils sont même forfaitaires et symboliques. Donc si vous faites remonter les bénéfices des sociétés, des filiales, en facturant en fait des services qui auraient été réalisés dans cette filiale-là, au Delaware, en fait, vous épongez, vous faites ce qu'on appelle la tuyauterie en fait, des bénéfices. Donc ça, c'est la première chose. Alors, vous avez cité McKinsey. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de faire l'exercice inverse, en fait. C'est-à-dire, c'est bien de voir ce que le Sénat dit. Alors moi, j'ai d'autres chiffres, en fait. C'est 900 millions en 4 ans encaissés par McKinsey, sachant que le chiffre d'affaires de McKinsey, c'est 360 millions par an. Donc en fait, 2/3 des revenus de McKinsey minimum, c'est l'État qui les fournit. Donc vous avez plus qu'une relation de dépendance entre les deux. Ça veut dire que les acteurs privés, qui ont vocation à être les principaux clients de ces sociétés, représentent plus qu'un tiers en fait. Ça veut dire que l'État est devenu la vache à lait. Alors, je vais citer un autre cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Boston Consulting Group. Et il y a une matrice qui est très connue, en fait, chez Boston Consulting Group, que tous les consultants utilisent. C'est c'est une matrice, donc vous avez un axe horizontal, un axe vertical. Et sur l'axe horizontal, est-ce que c'est très intéressant financièrement, et sur l'axe vertical, est-ce que c'est facile d'accès en fait? Est-ce que vous allez facilement conclure? Et vous avez 4 carrés, et vous avez un carré dans lequel vous avez une notion de vache à lait. Là, clairement... L'État donc, est très bien placé dans cette l'État matrice. est au coin supérieur droit de cette matrice, il serait une espèce de super vache à lait. Et quand vous discutez avec des gens du monde politique, ils disent tous la même chose. C'est-à-dire, ils ont besoin de consultants, ils ont besoin de prestataires, ils ont besoin de gens pour les aider. Et c'est extrêmement facile d'avoir des consultants qui vont vous facturer pour quelque chose, pour une prestation qui va être inexistante. Je vous rappelle qu'en fait, un scandale qui a changé le sens de l'élection de 2017, c'est que Pénélope Fillon aurait été consultante, aurait été prestataire de services 2017, oui. Et n'aurait pas réalisé des prestations pour un montant de moins de 200 000 € sur une période de 5 ans avec des traces de prestations. Personne n'en parle. Là, on parle de 900 millions uniquement avec l'État, avec des acteurs qui sont indispensables dans la campagne de quelqu'un qui a été élu en 2017, face à quelqu'un qui a été détruit parce qu'entre guillemets, sa femme aurait gagné 3 000 € dans une société privée dans laquelle elle avait un rôle de consultant. Enfin, moi, c'est ce qui me choque le plus, c'est cette absence de mémoire. Un consultant, et là vous parlez de stratégie vaccinale, il a de la mémoire, les meilleures pratiques. Et un média, malheureusement, il en a moins parce qu'en fait, on est tous complètement bouleversés par l'actualité. Mais en fait, il faut se rappeler des choses essentielles, en fait. Qu'est-ce qui change l'élection de 2017 ? Qu'est-ce qui va changer l'élection de 2022 ? Et la raison pour laquelle je suis là, je vois plein de choses où les gens parlent à découvert, mais il n'y a rien d'extraordinaire à dire la vérité, en fait. Et si, ça semble même être révolutionnaire et dangereux. Ben non. Alors, vous avez abordé un point très très sensible. C'est finalement pourquoi l'État est devenu la vache à lait de cabinets privés, citons McKinsey, mais il n'est pas le seul, comme vous l'avez rappelé. Eh bien, tout simplement, semble-t-il, mais vous allez nous confirmer, parce que un certain nombre de consultants, en tout cas de McKinsey, ont participé activement et plutôt efficacement
à la campagne électorale victorieuse d'Emmanuel Macron et qu'il se retrouve aujourd'hui, bizarrement, au sein de l'appareil d'État. Je peux donner des noms, si vous voulez, comme par exemple Éric Hazan ou Karim Tadjedine. Bon, pour ne citer que. Voilà, alors ça, cette porosité entre public et privé, comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est un renvoi d'ascenseur ? Est-ce que c'est finalement des relations incestueuses ? Voilà. Est-ce que c'est une forme d'aristocratie, comme disait aussi François Bousquet, de nouvelle aristocratie basée sur l'argent ? Alors, c'est la somme de... Évidemment, c'est la somme de tout, en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un système élitiste, et moi, je crois en un système élitiste, en fait, vous avez des voies royales. Et la voie du conseil en stratégie, de la banque d'affaires, des cabinets ministériels, c'est une forme de voie royale. C'est l'aristocratie de notre époque. C'est-à-dire qu'autrefois, on choisissait l'ENA, aujourd'hui, on choisit un cabinet conseil. Ça rapporte beaucoup plus. Mais en fait, il y a un point qui est important pour McKinsey, qui est extrêmement fondamental, c'est leur fonds d'investissement. Donc McKinsey, en fait, il a une spécificité par rapport à la plupart des grands cabinets de conseil. C'est-à-dire quand vous êtes dans un cabinet de conseil normal, entre guillemets, parce qu'il est complètement différent, justement. Vous êtes payé, vous avez des primes, vous avez plein de possibilités de rentrer dans des grandes boîtes. Moi, à chaque fois que j'étais dans un cabinet de conseil, derrière, j'étais dans une position plus élevée, plus sympathique, plus exaltante par rapport au sens que je voulais donner à ma carrière. Mais McKinsey, en fait, maintient un lien quasiment ad vitam aeternam avec ses consultants qui peuvent rester, en fait, actionnaires et bénéficiaires de la performance d'un fonds d'investissement qui... il y a les derniers chiffres un peu publics, c'est-à-dire il y a 5 ans, c'était quand même 10 milliards de dollars. Et ce n'est pas des grands cabinets. C'est-à-dire il n'y a pas des centaines de milliers de personnes dans ces cabinets-là. Tout le monde n'est pas là-dedans. En fait, c'est les associés, donc c'est les gens importants qui ont. Et dans les boîtes dans lesquelles ils investissent, il y a des sociétés comme Pfizer. Il y a des sociétés, en fait. Donc, il y a un véritable conflit d'intérêts. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, l'enjeu. C'est pas tellement l'aristocratie, c'est l'absence de morale, l'absence de conscience, l'absence de cynisme. C'est-à-dire qu'en fait, cette ambition, elle est sans limite. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait. Jean-Louis. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on l'a vu dans la gestion, parce que rappelons quand même que la gestion de la crise sanitaire et la campagne de vaccination obligatoire, bien obligatoire, je maintiens obligatoire parce qu'elle fut obligatoire, a été confiée à ce fameux cabinet McKinsey. C'est intéressant parce que c'est aussi ce cabinet qui a lancé l'opération COVAX. COVAX, c'est la vaccination à l'échelle mondiale, notamment, alors sous couvert, évidemment, comme d'habitude, d'altruisme vis-à-vis du tiers-monde. Enfin, on s'aperçoit aujourd'hui de toute façon que c'est un échec, puisque par exemple 250 millions de doses, on a été obligé de les jeter parce qu'elles sont périmées. Et tout ça, c'est sur un conseil de McKinsey. Et on retrouve toujours les mêmes McKinsey, et c'était lancé aussi à l'instigation de Gavi et de l'OMS. Gavi, c'est Bill Gates, je le rappelle. Donc on a encore des liens à haut niveau entre tous ces gens qui passent d'une boîte à l'autre, etc. Alors là, c'est là où, quand on a évoqué en fait l'entretien, où les jeux de stratégie sont importants. C'est-à-dire que on parle de McKinsey France et on parle du Delaware, mais on oublie qu'en fait McKinsey, c'est McKinsey Monde. Donc ils sont présents dans quasiment tous les pays. Ils sont plus présents en Russie puisqu'ils ont été virés en 2014. Conjointement avec ce qui s'est passé en Crimée. Donc, c'est toujours intéressant de regarder les dates et la synchronisation des dates parce que tout fonctionne comme ça. Donc, ils sont partout. Et moi, comme joueur de Go ou de stratégie, en fait, ce qui m'a toujours impressionné, j'ai trouvé ça formidable, c'était cette capacité à rebondir sur les annonces qui passaient d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'on avait des espèces de pays qui étaient très éclaireurs de la stratégie vaccinale. Donc on peut citer la Nouvelle-Zélande, on peut citer l'Australie, on peut citer... Et invariablement, en fait, ils annonçaient ça va être obligatoire, ça va être si. Et c'était énorme. Et donc en France, comme par hasard, tous les médias avaient les éléments de langage sur ce qui passait dans ces pays. Là, d'un seul coup, on s'intéressait à la Nouvelle-Zélande, dont on ne s'intéresse jamais, mais c'était vraiment intéressant. Et donc les gens en France qui s'intéressaient à ça étaient presque rassurés quand on nous annonçait moins.
Et puis après, on découvrait que dans ces pays, finalement, c'était moins, où ça revenait en arrière. Et donc, c'est un peu comme une espèce de partie de go d'échecs où on nous faisait danser une espèce de valse avec des informations qui venaient de plein de pays, mais qui étaient, en fait, il y avait un seul chef d'orchestre à tout ça. Et le chef d'orchestre, c'était McKinsey. Donc, non seulement ils utilisaient ces méthodes psychologiques, en fait, qui étaient une manière de nous faire adhérer, en fait, plus facilement à des choses qui étaient sinon inacceptables, c'est-à-dire qu'on acceptait d'avancer un pas dans une direction qui aurait dû paraître absurde, mais parce qu'en fait, d'autres pays étaient déjà 3 pas en avant, on se disait, qu'est-ce qu'il est sympa, ce gouvernement, et il nous fait que ça. Et oui, mais vous rigolez, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux parce qu'en fait, ça nous a fait perdre tous nos repères. Et ça, c'est des méthodes qui sont des méthodes machiavéliques de cabinet de conseil en stratégie. Parce qu'en fait, si je rigole, c'est de désespoir. Non, parce qu'en fait, le désespoir, c'est qu'en fait, les personnes qui savent ça, elles sont pas sur vos plateaux, elles sont pas là pour faire comprendre aux gens ce qui se est passe, intéressant pour aussi, décrypter en fait. Juste dans votre image de chef d'orchestre, on a le chef d'orchestre, on a l'orchestre avec les instruments de musique, mais certains instruments de musique ne jouent pas dans cet orchestre. Et c'est aussi peut-être la porte de sortie. Alors en fait, c'est extrêmement compliqué. On n'aura pas le temps parce qu'il est déjà l'heure de conclure, mais on en parle et on vous réinvitera. Bertrand Schoeller, consultant. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.